Contrairement aux apparences, cet homme ne se promène jamais seul. Vous ne les verrez pas, mais où qu'il aille, autour de lui, des policiers veillent. J'habite en France, sous la protection de police, et c'est très important, parce que sans protection, bien sûr, force spéciale russe, 100%, elle tue moi. Vladimir Osetchkine est un réfugié russe. Il vit à Biarritz, où il dit avoir échappé à une tentative d'assassinat le soir du 12 septembre 2022. J'ai resté à la maison toute la journée et j'ai vu dans le balcon, dans la terrasse, parce que c'était comme le soir, en septembre, c'est comme noir. C'était point rouge dans le balcon, dans la terrasse, qui traverse comme ça dans la chambre, dans la direction de moi. L'homme se sait menacé. Il réagit immédiatement. J'ai très vite dit aux enfants et à ma femme pour se coucher. Et moi, je ferme le rideau et j'appelle le policier. Après, quand les policiers arrivaient, nous écoutons deux ou trois chutes, comme ça, et tout de suite, il ferme et fait quelque chose pour trouver cette personne. Aux alentours, rien à signaler. Qui en veut à Vladimir Osetchkine? L'enquête est confiée à un juge d'instruction à Paris. La piste mafieuse semble se dessiner. Mais derrière elle, le dissident en est certain, les services secrets russes tirent les ficelles. Cette grande opération spéciale du FSB. Ce qu'il avance est-il crédible? Des agents du FSB, les héritiers du KGB, essaient-ils d'éliminer des opposants sur le sol français, comme aux pires heures de la guerre froide? La France est-elle un pays sûr pour les réfugiés politiques? Vladimir Osetchkine n'est pas le seul à devoir surveiller ses arrières. Partout sur notre territoire, des espions s'infiltrent et mènent des opérations clandestines. On a des tueurs qui viennent de l'étranger, qui se sont organisés pour tuer, assassiner quelqu'un en raison de ce qu'il écrit. Cette unité 29155, c'est une unité très spéciale des services secrets militaires russes, dont la fonction est vraiment l'assassinat, le sabotage, la déstabilisation politique. Dans un contexte international tendu, nos secrets militaires sont également des cibles de choix. Ici à droite, vous avez donc la sortie de la rade de Brest. Juste de l'autre côté, sur la presqu'île de Crozon, vous avez donc l'île Longue, donc la base des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de la France. Et donc c'est une place stratégique importante. Et avec une concurrence économique exacerbée, tous les coups sont permis. Ce que tu me donnes pas, je vais aller le chercher parce que j'en ai besoin, parce que je veux avoir le leadership absolu, mondial, dans tous les domaines, dont le domaine technologique. Dans cette guerre de l'ombre, les espions approchent aussi les élus et s'immiscent dans notre vie politique. Jean-Luc Mélenchon est formidable, il serait extraordinaire qu'il soit président de la République française, peut-être qu'on peut vous aider. Et on pourrait par exemple vous aider en vous donnant 500 000 € qui vous permettraient de mener plus efficacement la campagne. J'ai été contactée directement par la DGSI. Ils m'ont expliqué que mon téléphone avait fait l'objet d'approches, on m'a dit, d'intérêt étranger. Leur quotidien, recruter et manipuler. Dans la vraie vie, un officier de renseignement, un espion, ça ne ressemble pas à ce qu'on voit à la télé. Du Pays Basque à la région Grand Est, de la Bretagne à la Haute-Savoie, aucune région n'est à l'abri des services secrets étrangers. Remonter leurs traces, c'est entrer dans un sombre dédale. Voyager à travers la France, dans un univers de doutes et de faux-semblants.
Retour à Biarritz, où vit Vladimir Ossechkine. Un environnement idyllique, entre les spots de surf, l'air de l'océan et les boutiques de luxe. Mais sur la carte postale, un détail a son importance. La communauté russe est implantée ici depuis le 19e siècle. À l'époque, le chemin de fer permettait aux aristocrates de venir directement depuis Saint-Pétersbourg pour profiter de la douceur du climat de cette station balnéaire. La tradition a perduré jusqu'aux oligarques de l'ère Poutine. Et leur présence est discrète, mais visible, pour peu qu'on s'y intéresse. C'est la mission que s'est donnée Pierre Haffner. Cet habitant d'Anglet a vécu 25 ans en Russie, où il dirigeait une entreprise de machines-outils. Opposant au régime de Poutine, il a dû quitter le pays en 2017. Il est aujourd'hui à la retraite et il a une obsession: traquer les relais du Kremlin dans la région. Il commence par nous emmener devant les plus belles villas de la côte. En face de nous, nous avons la villa Suzanne, ex-Suzanne, que maintenant on va rebaptiser la villa Lyudmila. Lyudmila, l'ex-épouse de Vladimir Poutine. Elle a acheté cette maison avec son nouveau mari. Moi, une fois, j'ai vu passer une voiture et elle s'est arrêtée. À l'intérieur, j'ai reconnu Lyudmila Poutina. Mais ça a duré quelques secondes. Mais à l'intérieur, il n'y a jamais personne qui y a habité. À quelques kilomètres de là, cette autre bâtisse, construite à flanc de falaise. Ça a été longtemps un secret, bien gardé à Biarritz. Elle a été achetée en 2007 par Gennady Timchenko, général du KGB et ami de Vladimir Poutine. La propriété appartient désormais à un autre proche du président russe, son ex-gendre, Kirill Chamalov, un des oligarques visés par les sanctions internationales. Au premier jour de la guerre en Ukraine, Pierre Haffner s'est introduit dans la villa inoccupée avec un autre militant et il a publié cette vidéo. Cette maison a été achetée avec de l'argent volé. Volé par Poutine, par sa mafia. Ce coup d'éclat lui vaudra quelques heures de garde à vue et un rappel à la loi. Localement, Pierre Haffner passe pour un original, mais il est particulièrement bien informé. Et plus que jamais, il veut débusquer ces oligarques, ainsi que ceux qui travaillent pour eux. De potentiels espions dissimulés dans la région. Au cours de ses recherches minutieuses sur ce curieux microcosme russe, il s'est arrêté sur un homme qui vit entre Saint-Pétersbourg et la côte basque. Уважаемые телезрители, мы во Франции, на юго-западе, в городе Биарриц. Alexei Louchnikov est une personnalité publique, un homme de médias, animateur de talk-show, qui a commencé sa carrière sous la direction de Vladimir Poutine à la mairie de Saint-Pétersbourg. D'innombrables articles et vidéos disponibles en ligne documentent sa belle trajectoire. Mais Pierre Haffner a exhumé, grâce à sa maîtrise du russe, plusieurs éléments troublants. Il y a d'abord ce reportage daté de 2004. Alexei Louchnikov bénéficie d'un accès privilégié pour filmer les forces spéciales lors de la guerre en Tchétchénie. Alors ici, on pénètre sur la base militaire à Grozny. M. Louchnikov dit que c'est la base militaire du FSB. C'est une base sur laquelle des centaines de personnes ont été torturées et assassinées. Le lieu est couvert de charniers. Les deux guerres en Tchétchénie, c'est 350 000 morts.
Donc ici, vous avez Alexei Loujnikov et ici, vous avez Yuri Rogin, général du FSB. Là, vous avez une poignée de main sur une base militaire du FSB. Et l'homme se dit journaliste. Ces autres clichés posent aussi question. L'homme paraît à l'aise au milieu des gradés du FSB et des armes. Mais des événements bien plus récents aiguisent les soupçons de Pierre Haffner. Et ils se sont déroulés juste à côté de chez lui, à Anglette. Alexei Loujnikov y possède en effet une maison cossue, au fond d'une impasse, curieusement nommée Villa Merkel. Il la met régulièrement en location. Sur sa page, on découvre un intérieur confortable, ainsi que certaines de ses œuvres. Le journaliste se présente comme artiste-peintre quand il est en France. Il y organise souvent des réceptions, et l'un de ses invités réguliers a retenu l'attention de Pierre Haffner. Parmi les gens qu'on voit dans cette villa, il y en a un qui s'appelle Alexandre Malkevitch. Malkevitch est défini par tout un tas d'études comme étant le bras droit d'Eugène Prigogine, le chef du réseau Wagner. Alexandre Malkevitch est un gros poisson. Un expert de la désinformation au service des mercenaires du groupe Wagner, notamment en Ukraine. Le gouvernement américain offre jusqu'à 10 millions de dollars de récompense pour toute information à son sujet, car il aurait tenté d'influencer les élections. Comme un pied de nez, le voici d'ailleurs entouré des 2 plus célèbres espionnes russes arrêtées aux États-Unis ces dernières années. Sur le continent africain, il a créé une fondation qui sape méthodiquement ce qui reste d'influence française pour laisser le champ libre à Wagner et aux intérêts russes. Leur rôle, c'était semer la haine contre la France en Afrique. Au moment où Malkevitch portait des coups terribles contre la francophonie, contre la France, et je veux préciser contre l'armée française, c'est incroyable ce qu'ils ont dit, ils venaient se reposer en France. À l'été 2019, Alexandre Malkevitch séjourne justement dans la villa de son ami de toujours, Alexei Loujnikov, au moment où Biarritz accueille le sommet du G7. Je parlais avec les voisins, et les voisins m'ont dit, au moment du G7, la villa était pleine. Il y avait une trentaine de personnes. Et l'impasse qui mène à la villa était encombrée de voitures. Et ils m'ont dit qu'il y avait des filles superbes, on en parle encore. Alexandre Malkevitch est peut-être en vacances, bien entouré. Il trouve en tout cas le temps de rencontrer les manifestants anti-G7. La Russie n'est alors pas invitée au sommet. Lui multiplie les posts hostiles sur ses médias, comme sa chaîne Telegram. Selon Pierre Haffner, une conclusion s'impose. Et cette ville-là, c'est le repère des services secrets russes sur la côte basque. L'activiste a-t-il raison? Le propriétaire, Alexei Loujnikov, est-il par conséquent en lien avec les renseignements russes? Ou a-t-il seulement des amitiés particulières? Nous le contactons, d'abord par message. Il affirme ne parler que le russe et balaie toutes les accusations. Nous décidons alors de nous rendre chez lui, à la Villa Merkel. Sur place, le personnel russe nous répond qu'il est absent pour plusieurs semaines. Mais 1 heure plus tard, nous recevons un message. « Je suis prêt à vous aider ». Quelques semaines après, Alexei Loujnikov accepte de répondre à nos questions à distance, en visio, depuis sa villa d'Anglette. Tout va bien. Vous me voyez? Merci de m'accorder cet entretien. Laissez-moi vous répondre tout de suite, pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Non, je n'ai rien à voir avec les services spéciaux russes. D'emblée, il se présente comme un farouche opposant à Poutine depuis la guerre en Ukraine. Il nous montre les livres qu'il a écrits et qui, dit-il, lui vaudraient la prison s'il retournait en Russie.
Ça maintenant, c'est 7 ans de prison. 7 ans. D'accord. On vous voit à de nombreuses reprises avec quelqu'un qui semble être votre ami, Alexandre Malkevich. Quels sont vos liens avec ce monsieur et son appartenance ou le fait qu'il travaille en lien avec Wagner? Est-ce que ça ne vous pose pas problème? À propos de Malkevich, je n'ai aucun problème. Je n'ai pas honte de l'avoir rencontré, ni de son passé. Mais aujourd'hui, nous sommes totalement opposés idéologiquement, et nous le savons bien tous les deux. Il est vrai que mon destin et ma vie sont inextricablement liés à lui, tout comme elle est liée à des milliers d'autres personnes, car j'en connaissais beaucoup. J'ai un vaste cercle de connaissances. Quant à ces images sur la base du FSB à Grozny, où on le voit serrer la main d'un général, il explique qu'il produisait en fait un documentaire sur un célèbre chanteur russe, Yuri Shevchuk. Le seul endroit plus ou moins calme à l'époque, c'était la base du FSB, à Grozny. Le voyage avec Shevchuk était une chose tout à fait normale. Il y a eu beaucoup de photos prises là-bas, avec ce général, bien sûr, mais aussi avec d'autres. Au final, Alexei Louchnikov prend toutes ces accusations avec le sourire. C'est le lot de tous les gens des médias, vous comprenez? Maintenant, quand une personne devient médiatique, des légendes circulent toujours autour de lui. C'est tout à fait normal. La présence avérée de personnalités liées au groupe Wagner sur la côte basque a de quoi inquiéter Vladimir Ossechkin, le réfugié russe qui dit avoir récemment échappé à une tentative d'assassinat. Car parmi les nombreuses menaces qu'il a reçues, une l'a particulièrement marqué. Elle émane directement de Yevgeny Prigojine. Le patron de la compagnie de mercenaires le cible en avril 2023. Ce à quoi Yevgeny Prigojine fait référence et qui le met en colère, ce sont les enquêtes que Vladimir Ossechkin publie sur son site internet très influent, Goulagouniet. Le dissident y a révélé que Wagner recrutait des prisonniers pour les envoyer au front. Il a aussi publié des témoignages d'anciens mercenaires qui racontent des exactions contre des civils, dont de jeunes enfants. Quand je publiais beaucoup d'informations, je créais les vagues en Russie contre le groupe Wagner. Et les hackers de Prigozhin font beaucoup de choses pour détruire, pour attaquer notre site, pour faire la discréditation de moi. Et maintenant, j'ai bien compris, et j'ai les informations concrètes, que Yevgeny Prigozhin et le groupe Wagner, en plus, fait quelque chose pour tuer moi. La disgrâce, puis la mort de Yevgeny Prigojine en août 2023 ne lui offre aucun répit. Car avec son ami Denis Pchenichny, réfugié politique comme lui, il travaille sans relâche sur des dossiers gênants pour le Kremlin. La torture et les viols dans le système carcéral russe, les crimes de guerre commis sur des prisonniers ukrainiens. Вот что я получил. Une matière explosive. À Biarritz, où le clan Poutine a des attaches et des relais, à qui se fier? La côte basque est-elle réellement noyautée par les espions russes? Difficile d'y voir clair, d'autant que Vladimir Ossechkin a beau être protégé par la police française, lui-même ne fait pas l'unanimité. D'autres dissidents remettent en cause sa parole, quand ils ne l'accusent pas tout bonnement d'être manipulé par le FSB. Pierre Haffner, en tout cas, lui fait confiance. Les deux hommes échangent régulièrement, et ils ont tous deux de sérieux doutes sur une élue locale, membre de l'équipe municipale de Biarritz. L'affaire s'apprête à passer devant la justice. Biarritz est la côte basque, Nice est la côte d'Azur,
Dans ces régions appréciées des oligarques, la présence des services secrets russes semble logique, tant il y a d'intérêts à défendre et de propriétés à surveiller. Mais c'est un peu plus au nord, en Haute-Savoie et dans l'Ain, que les espions russes les plus redoutables ont été détectés ces dernières années. Si on veut rester discret, c'est l'endroit parfait. Ce n'est pas fréquent qu'un maire décrive sa commune comme un lieu de passage, idéal pour se dissimuler. Daniel Raffos, lui, le reconnaissant des Tours. À Ferney-Voltaire, il y a une rotation constante de la population. On est vraiment sur une ville de résidence hôtelière. Ferney-Voltaire, une localité française entièrement tournée vers sa voisine suisse, Genève, où se croisent des ressortissants du monde entier. Notre commune, c'est près de 2000 fonctionnaires internationaux, 120 nationalités. Et c'est courant de voir des plaques diplomatiques, asiatiques, russes en particulier. Chaque jour, un flot continu de véhicules passe la frontière, sans contrôle ou presque. Juste derrière, l'aéroport international de Genève, porte d'entrée sur l'espace Schengen. Cette position, au cœur de l'Europe, permet de rayonner sur tout le continent sans se faire remarquer. C'est pourquoi un groupe d'espions russes a choisi de s'y implanter pour agir en toute impunité pendant des années. L'unité 2955, conçue comme le fer de lance des opérations clandestines du Kremlin. Jacques Folloroux est spécialiste des services de renseignement. Il a enquêté sur les activités de cette unité pour le journal Le Monde. Cette unité 2955, c'est une unité très spéciale des services secrets militaires russes, dont la fonction est vraiment l'assassinat, le sabotage, la déstabilisation politique. Et ces gens-là se promenaient relativement librement, séjournaient dans cette zone-là, dans cette région française, et ça a été un peu une surprise. C'est depuis la Haute-Savoie qu'ils ont échafaudé la plus retentissante opération de ces dernières années. La tentative d'assassinat à Salisbury en Angleterre de Sergei Skripal. Une histoire d'espion empoisonné au pays de James Bond. Sergei Skripal was found unconscious alongside his daughter in the English town of Salisbury. Aujourd'hui, le soupçon de vengeance se dessine en Grande-Bretagne. Ce colonel du renseignement militaire avait été condamné pour trahison en Russie. Le 4 mars 2018, le Royaume-Uni subit la première attaque chimique sur le sol européen depuis la Seconde Guerre mondiale. Le poison utilisé dans la paisible ville de Salisbury est le Novichok, un agent neurotoxique développé par l'Union soviétique. La première ministre de l'époque, Theresa May, n'a aucun doute sur le commanditaire. So, Mr. Speaker, there is no alternative conclusion other than that the Russian state was culpable for the attempted murder of Mr. Skripal and his daughter. Le Kremlin dément. Mais les enquêteurs diffusent rapidement les photos des suspects, 2 ressortissants russes. On les distingue sur ces images de vidéosurveillance prises à Salisbury le jour de l'empoisonnement. Ils sont repartis le soir même à Moscou. Quelques mois plus tard, ils apparaissent à la télévision russe comme de simples touristes. В этих уже знаменитых пуховиках, кроссовочках, по Солсбери. Это вы? Да, это мы. Что вы там делали? Друзья нам давно уже советовали посетить этот прекрасный город. En réalité, les 2 hommes ont voyagé sous de fausses identités. Le premier s'appelle Anatoly Chepiga. C'est un colonel du GRU, les services secrets militaires russes. Son collègue, Alexandre Mishkin, est médecin militaire. Des traces de Novichok sont retrouvées dans leur chambre d'hôtel et le produit, jeté à la hâte, empoisonne plusieurs Britanniques. Une femme décède après avoir manipulé par accident le flacon contaminé. Le Royaume-Uni, la France et leurs alliés lancent alors la chasse aux espions russes. Il y a un resserrement de la coopération entre les services occidentaux. Et à un moment donné, en effet, l'enquête va permettre à ces services-là de remonter jusqu'à la Haute-Savoie.
Le contre-espionnage découvre que Mishkin, Chepiga et une dizaine d'autres officiers itinérants de l'unité 29155 ont séjourné à de nombreuses reprises à Ferney-Voltaire, mais aussi à Annemasse et Gaillard, dans la banlieue de Genève. Jacques Folloroux a suivi la piste. Mais ils ne vont pas résider dans des hôtels de luxe. Ils vont plutôt garder un profil bas. Donc c'est quoi comme hôtel? C'est par exemple des appart-city, des appart-hôtels citadines. On est sur ce niveau d'offre où il y a beaucoup de passages, où il y a des groupes organisés, russophones, qui ont l'habitude de séjourner. Leurs déplacements ont même été retracés avec précision, grâce au registre de vol et au bornage téléphonique récupéré par le site d'investigation Bellingcat. Les relevés les plus précis concernent cet homme, le général Denis Sergueïev, présenté comme le supérieur direct de Mishkin et Chepiga. Thomas Knell-Wolf et son équipe de journalistes suisses ont trié et analysé les données sur les 3 suspects. Ce sont ces 3 personnes qui ont commis l'attaque contre Skripal. Et ce qui est frappant, c'est qu'au cours des 6 mois précédents, ils se sont rendus une douzaine de fois en Suisse et dans ce secteur côté français. Sur cette période, les données montrent que le général Sergueïev arrive dans la région parfois en avion, parfois en train, parfois en voiture. On le détecte ensuite sur les routes qui bordent le lac Léman, dans des communes comme Thonon-les-Bains. À plusieurs reprises, il monte dans des stations de ski de Haute-Savoie, Auget par exemple, où il se rend plusieurs jours d'affilée pour ne rester que peu de temps sur place. Il multiplie alors les appels à un mystérieux interlocuteur à Moscou. Les dates de ses courts séjours correspondent souvent à la présence sur zone de ses subordonnés, Mishkin et Chepiga. On comprend maintenant, avec le recul, que c'est là que l'unité et les membres du commando se retrouvent, préparent, organisent, et c'est leur sas de sécurité pour évidemment, vraisemblablement, essayer d'éviter d'éveiller les soupçons des services secrets britanniques. Sur place, nous n'avons trouvé aucun témoin direct de leur séjour. Les officiers itinérants de l'unité 29155 ont pris soin de vivre en vase clos. Pas de complicité locale, pas de lien avec la communauté russe, pourtant très présente dans la région. Ils sont restés extrêmement discrets. Ils ont tout fait pour effacer leurs traces. Ils changeaient très souvent de mode de transport. Ils voyageaient parfois séparément, parfois ensemble. Et ils n'ont rien commis de répréhensible sur place. Jusqu'à 2018, si jamais on pousse un peu les services secrets dans leur retranchement, ils admettent ne pas avoir remarqué d'agissement particulier et de ne pas avoir repéré ces personnes-là. A posteriori, les Occidentaux leur attribuent un palmarès édifiant. Les explosions de plusieurs dépôts de munitions en République tchèque et en Bulgarie. 2 tentatives d'empoisonnement d'un fabricant d'armes. Des campagnes de déstabilisation en Moldavie et au Monténégro. Et enfin l'affaire Skripal, qui a permis aux enquêteurs de faire le lien entre ces événements mystérieux. Des faits d'armes que le Kremlin a toujours démentis. La Russie n'est pas la seule puissance étrangère à oser des opérations clandestines et hostiles sur le territoire français. À Nantes, un jeune homme vit dans la peur, à 4000 km de son pays d'origine, l'Azerbaïdjan. Mahamad Mirzali est une cible vivante. À 3 reprises depuis qu'il a obtenu l'asile politique en France, un commando est venu pour l'assassiner. Ses vêtements ne peuvent couvrir toutes ses cicatrices.
Ma vie est ruinée. Je ne pourrai jamais vivre normalement. Même dans 5 ou 10 ans, je vivrai dans la peur. Car je ne sais pas quand ils viendront m'attaquer. Le jeune homme ne peut faire confiance à personne. Par précaution, il préfère nous raconter son histoire en turc plutôt qu'en azéri. Il maîtrise aussi cette langue et l'interprète au moins ne risque pas de le trahir, contrairement à ses compatriotes en exil. Je suis méfiant, j'ai peur de tout le monde. Car mon ami de 10 ans, mon meilleur ami, a vendu mon adresse au gouvernement d'Azerbaïdjan. Mahamad Mirzali vit aujourd'hui dans un lieu tenu secret. Il a dû fuir l'Azerbaïdjan pour la France en 2016. Son histoire, celle d'un jeune opposant révolté par la corruption qui gangrène son pays. Là-bas, impensable de critiquer le président Aliyev et son clan, une dynastie autoritaire au pouvoir depuis 30 ans. C'est pourtant ce qu'il s'est permis de faire en participant à des manifestations, puis en créant cette chaîne YouTube satirique devenue très populaire, Made in Azerbaïdjan. Le gouvernement d'Azerbaïdjan a peur de la moindre critique. Par exemple, ils ont mis en prison quelqu'un pour avoir juste écrit « Aliyev est un dictateur ». Qu'importe ce que vous faites contre eux, vous êtes toujours vu comme une menace. C'est pour cela qu'ils essaient de vous faire taire. Mahamad Mirzali raconte les détentions arbitraires, les passages à tabac, l'argent qu'on lui a proposé pour qu'il se taise. Des pressions auxquelles il espérait échapper en arrivant en France. Ici, il continue à militer sur les réseaux sociaux. Son audience augmente encore et il comprend vite qu'il n'est pas en sécurité, même à Nantes. En octobre 2020, il échappe à la mort une première fois. Un homme lui tire dessus à l'aube alors qu'il part travailler. Il parvient à s'enfuir. Quelques mois plus tard, en mars 2021, nouvelle attaque sur les bords de Loire, un dimanche en pleine journée. Voilà, même jour, je marchais comme ça, tranquillement. C'est alors la première fois que le blogueur sort de chez lui en une semaine, car il a reçu des menaces de mort pour lesquelles il a porté plainte. Regardez, c'est un mec très sportif, très costaud, suivi. Directement, il prenait mon portable, je appelais 17. S'il vous plaît, envoyez les policiers, vite fait. Mais les minutes passent et aucune patrouille n'arrive. Les assaillants en profitent. Après, changer mon place. Regardez, à côté café, un mec, t-shirt blanc, courir en face pour moi. Après, je viens là-bas, entrer ça. Je vais essayer maximum d'entrer mon cœur là-bas, les protéger les cœurs. Après, essayer, sortez-moi, tu vois. C'est 16 fois les coupés, derrière tête, tu vois, 16 cm. Par miracle, il en réchappe. Le voici sur son lit d'hôpital, après 7 heures passées sur la table d'opération. Dans son malheur, ses alertes sont enfin prises au sérieux par les autorités françaises. Il obtient une protection policière. Qui étaient ces agresseurs? Qui les a envoyés? Mahamad Mirzali fait régulièrement le point sur l'enquête avec ses avocats. Encore une fois, ouais, tout ça, c'est très long, mais ça va dans le bon sens. Les magistrats instructeurs ont mis en examen 9 hommes pour tentative d'assassinat en bande organisée. Ils sont aujourd'hui en détention provisoire en France. Des profils de mafieux payés pour accomplir leur mission. Nous avons affaire dans ce dossier à une structure hiérarchisée, dotée de moyens très importants sur le plan financier, sur le plan matériel, de relais en France et à l'étranger, de personnes très mobiles qui ont rendu cette enquête difficile. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'on sanctionne ceux qui sont en bout de chaîne, c'est-à-dire des exécutants, ou est-ce qu'on cherche encore un peu plus loin? Je ne sais pas tout ça. Tous les regards se tournent vers le plus haut niveau de l'État en Azerbaïdjan.
Interrogé en direct à propos de Mahamad Mirzali, le président Aliyev balaie les soupçons. Donc vous niez toute responsabilité dans l'attaque sur cet individu? Absolument, absolument. Je récuse ces accusations à 100%. Quelques mois après cette interview, un commando revient à la charge une troisième fois. Grâce à la protection dont bénéficie l'Azérie, la police interpelle les hommes armés au péage d'Angers avant qu'ils ne passent à l'action. Ils y reviennent. Ils y reviennent. On a des tueurs qui viennent de l'étranger en raison de ce qu'il écrit. Et donc, oui, le dossier de M. Mirzali, c'est le dossier de Charlie Hebdo. C'est le dossier de tous ces pays, ces organisations, ces individus qui pensent qu'on peut tuer, qu'on doit tuer, parce que quelqu'un dit quelque chose qui vous déplaît. Ben, n'en déplaise à ces personnes, à ces organisations ou à ces États, c'est pas comme ça que ça marche. Le blogueur dissident n'a pas l'intention de céder, même si son engagement lui rend la vie impossible. Seul réconfort, ses parents ont eux aussi obtenu l'asile en France. Ils l'ont toujours soutenu. Ils étaient en danger en Azerbaïdjan. Les opérations pour éliminer des opposants restent heureusement exceptionnelles. Le cœur de métier des services secrets étrangers présents sur le territoire, recruter des sources. Des Français susceptibles de leur transmettre des informations de valeur. À Paris, c'est ce qui est arrivé à un jeune journaliste indépendant. Nous sommes en octobre 2013. Romain Mielcarec, 26 ans, écrit pour plusieurs journaux sur les questions militaires. Il appartient à un collectif de blogueurs pour lequel, un soir, il anime une rencontre à 2 pas de l'Assemblée nationale. C'est ici, au Café Concorde, que j'ai rencontré Sergueï la première fois. On a organisé une conférence au premier étage où on parlait d'armes chimiques en Syrie. Et à la fin de cette conférence, Sergueï Solomassov m'approche, m'explique qu'il est diplomate, il vient d'arriver à l'ambassade de Russie et il cherche en fait à rencontrer du monde, à créer un début de réseau dans Paris. Il est en costume, cravate, il a l'air d'un garçon bien sérieux et il me tend sa carte de visite en proposant qu'on puisse se revoir par la suite. À l'époque, les diplomates russes sont très présents dans la capitale. Ils assistent souvent à ce genre de réunions. Cette approche ne surprend donc pas Romain Mielcarec, qui voit en Sergueï Solomassov un interlocuteur intéressant pour de futurs articles. Les deux hommes se retrouvent dans un bar à bière quelques semaines plus tard. Une discussion sympathique, mais pas tout à fait anodine. Il va se mettre surtout à poser des questions assez précises sur mes niveaux de revenus, sur le lieu où j'habite, sur mes relations familiales. Il va commencer en fait à essayer de comprendre quel est mon environnement et il va essayer de commencer à identifier quelles pourraient être mes faiblesses en fait. Sergueï Solomassov travaille déjà sur sa cible. Romain Mielcarec en prend d'autant plus vite conscience qu'il reçoit un appel d'un policier de la DGSI, le contre-espionnage français. Il lui donne rendez-vous au bar d'un hôtel. Dans cette alcôve, à l'abri des oreilles indiscrètes, il le met en garde. J'ai face à moi un monsieur qui a clairement une trogne de flic et qui va commencer à m'expliquer que Sergueï Solomassov n'est pas un diplomate, c'est un officier de renseignement, c'est un officier de la GRU, le renseignement militaire russe, et il est là pour recruter des sources. Il va me dire, ce sont des gens qui sont dangereux, et vous, pour eux, vous êtes la cible idéale. Vous êtes jeune, vous êtes impressionnable, et donc ils vont savoir trouver les moyens pour vous manipuler et vous mettre en délicatesse. Le journaliste accepte de faire des retours réguliers au service français. Et lui peut continuer à rencontrer l'espion russe, et ainsi l'observer manœuvrer. Par exemple, je suis amateur de whisky et de cigares,
Et donc, lors de l'un de nos premiers rendez-vous, Sergueï Solomassov me dit « Ah, mais moi aussi, je fume le cigare, j'adore ça. » Et donc, à l'un des rendez-vous, je ramène 2 cigares. Et en fait, il ne sait pas fumer le cigare. Quand on fume le cigare, on n'avale pas la fumée. Et je me rends compte, du coup, au bout d'un moment, qu'il est blanc comme un linge, parce que lui, qui est fumeur, avale la fumée d'un énorme cubain depuis une bonne demi-heure. Et en fait, il a 2 doigts de tomber dans les vapes. Mais il a mis en place tout ce truc-là pour dire, regarde, on a des choses en commun. Entre les 2 hommes, une sorte de rituel s'installe. Ils se voient dans des pubs où le Russe a compris que le Français se sentait à l'aise. Leurs rendez-vous suivent toujours le même schéma. Une longue partie de l'entretien part un peu dans tous les sens. On commente un peu l'actualité. Il me fait 2-3 remarques racistes et homophobes. Et puis en général, vers la fin, tout d'un coup, il y a une espèce de bascule. Il reprend son sérieux et il me demande ce qu'il a à me demander ce jour-là. Un service, une information, un contact. L'espion lui demande d'abord le numéro d'un chercheur, facile à trouver sur Internet. Puis de lui acheter une carte SIM. Enfin, il essaie d'obtenir du journaliste des documents sensibles sur l'OTAN. Ces techniques, Michel Guérin les connaît par cœur. Ce policier a réalisé presque toute sa carrière dans le contre-espionnage. De la DST, dont il était sous-directeur à la fin de la guerre froide, à la DGSI. En fait, c'est le système de l'entonnoir. Au début, ce qu'on va vous demander, ce sont des choses, des choses qui sont accessibles sur Internet ou des articles du journaux que tout le monde peut se procurer. Il n'y a absolument aucun problème. Et puis petit à petit, les choses vont devenir plus précises. Et puis au bout d'un moment, vous êtes au bout de l'entonnoir et vous êtes dans le goulot. Voilà, c'est un recrutement, voilà comment ça se passe. Au début, on ne se méfie pas. Et puis au bout d'un moment, on se retrouve un tout petit peu piégé. Pour se protéger, Romain Mielcarek s'est fixé des limites. Il refuse d'accompagner Sergueï Solomassov dans un bar clandestin où officient des prostituées. Il utilise les 300 € que lui donne le Russe pour son anniversaire pour payer les tournées. Et il lui dit clairement tout le mal qu'il pense de Vladimir Poutine. L'espion insiste néanmoins pendant plusieurs années. Pour quelles raisons exactement? Aujourd'hui encore, le journaliste se pose la question. L'une des 2 hypothèses, c'est, ils se disent, c'est un jeune journaliste qui travaille sur des sujets qui nous intéressent, et en plus je suis réserviste dans l'armée de terre. Et puis ils se disent peut-être que j'ai du potentiel, que j'irai loin dans la vie parce que je suis talentueux et qu'un jour ça sera utile. Ça, c'est la première hypothèse. Et puis la deuxième hypothèse, c'est peut-être que je sers juste à dire à la fin de la semaine au chef de Sergueï Solomassov, cette semaine, j'ai traité X sources, j'ai récolté tant de pages d'informations, et peu importe si les sources en question sont nulles. Moi, je préfère la première hypothèse, mais ça, il n'y a que Sergueï et ses collègues qui peuvent répondre. Sergueï Solomassov est en réalité plus redoutable qu'il n'y paraît. Il n'hésite pas à viser plus haut. Son poste officiel, attaché militaire à l'ambassade de Russie, l'amène à rencontrer des responsables politiques. C'est ainsi qu'il noue des liens avec Georges Kuzmanovic, proche conseiller de Jean-Luc Mélenchon sur les questions internationales et militaires. L'homme prépare alors la campagne présidentielle de 2017. Et le discours qu'il élabore avec son candidat correspond sur certains points à celui du Kremlin. Les positions de Jean-Luc Mélenchon ont pu plaire aux Russes. Je le dis clairement ici, elles ont plu incidemment aux Russes. Ni moi, ni Jean-Luc Mélenchon, ni qui que ce soit à la France Insoumise n'a fait quoi que ce soit pour faire plaisir à la Russie, au Kremlin, à Vladimir Poutine ou que sais-je. Ces affinités, Sergueï Solomassov s'efforce de les entretenir. Un soir, comme il le fait de temps à autre, il propose à Georges Kuzmanovic de dîner dans ce vieux restaurant semi-enterré du quartier latin. Je pense que le lieu a été choisi parce qu'il est sympathique, il est central, mais aussi parce que, vous voyez, une très très grosse pierre, là.
très compact comme bâtiment. Bon, c'est très difficile de savoir ce qui s'y dit. Les deux hommes s'installent dans un coin. Le Russe multiplie les précautions. Et il me dit, bon, là, on parle de quelque chose d'important, il faut éteindre ton portable et il me le dit, je vais mettre un brouilleur pour qu'on ne soit pas écouté. Bon, il y a un truc qui se passe, donc j'éteins mon portable, il met en place son petit brouilleur, qui ressemble à une sorte de gros téléphone, avec des diodes qui clignotent. L'espion sous couverture diplomatique lui présente alors un troisième homme, qui les rejoint pour une raison bien précise. Qui me présente comme étant Stéphane, donc ça peut être Stéphane en russe, qui a une tête de comptable, de fonctionnaire. Il s'engage la conversation, on parle des élections, puis à un moment donné arrive le sujet de vous êtes formidable, Jean-Luc Mélenchon est formidable, mais il serait extraordinaire qu'il soit président de la République française, peut-être qu'on peut vous aider. Voilà. Mais tout ça vient sur le ton badin, il n'y a rien d'extrêmement formel. On pourrait par exemple vous aider en vous donnant 500 000 € qui vous permettraient de mener plus efficacement la campagne. Et là, c'est l'attitude que vous avez détermine la suite. Donc j'étais très ferme et clair immédiatement, non. La France insoumise a beau manquer d'argent, Georges Kuzmanovic a vu venir le piège. Il raconte vite la scène à Jean-Luc Mélenchon. Le lendemain, quand on se voit, je lui dis « tu as bien fait, on n'en parle pas, on n'accepte rien du tout des Popov. » bon, voilà. Avec cette offre, Sergueï Solomassov et ses collègues de l'ambassade russe ont donc cherché à s'immiscer dans les élections françaises. Une opération d'influence totalement illégale. Et ce n'est pas la seule à accrocher au palmarès de cet officier du GRU. 5 ans après avoir quitté Paris, il refait surface de façon peu glorieuse. Le voici filmé dans un parc de Bratislava par le contre-espionnage slovaque, en flagrant délit. Romain Mielkarek est formel. Et il a vieilli un peu, quoi, mais c'est bien la personne que moi j'ai vue pendant des années. Face à l'espion, un Slovaque qui diffuse la propagande de Moscou sur un site de désinformation. Так, teraz koľko potrebuješ peniazy? Koľko môžeš? 500 pre toho kamaráta. To mi daj, a keď nie, tak ti to dám. Áno, aj pre teba 500 pôjde. Tak, pôjde. Sergueï Solomassov lui donne des liasses de billets, sans savoir qu'ils sont filmés par les services secrets slovaques. La vidéo fuitera pour justifier son expulsion et celle d'autres diplomates russes, juste après l'invasion de l'Ukraine. À ce moment-là, la plupart des gens qui voient la vidéo ricanent en se disant que c'est quand même assez grossier comme manière de fonctionner. Et c'est vrai que sur la vidéo, même lui, il a un air... il est mal habillé, il a une casquette, il est mal rasé. Cette vidéo, elle montre surtout une chose, c'est que dans la vraie vie, un officier de renseignement, un espion, un service de renseignement, ça ne ressemble pas à ce qu'on voit à la télé. Le bureau des légendes, James Bond, c'est de la fiction, c'est de la culture. Et ça, c'est le monde réel. Et je pense qu'il ne faut pas surestimer la menace que représente un service de renseignement, mais à l'inverse, il ne faut pas non plus trop les prendre pour des abrutis. Le GRU, c'est le service de renseignement militaire, hein, donc ils sont plutôt adeptes de l'approche trash, vous voyez, bon. Donc vous avez une probabilité d'échec nettement plus élevée. Et donc, les échecs, on les connaît. On peut considérer que dans la masse, ils ont quand même des réussites. Ces espions du GRU ne sont pas les seuls que Moscou envoie sur le territoire français.
À la manœuvre également, très actifs à Paris, les officiers du SVR, le service de renseignement civil russe. Ces dernières années, ils ont lancé une vaste campagne de recrutement via un site internet connu de tous les Français. leboncoin.fr. Leur technique, répondre à des annonces publiées par des étudiants ou des ingénieurs qui proposent des cours particuliers pour arrondir leur fin de mois. Ils peuvent ainsi approcher des profils bien ciblés qui ne se doutent de rien et qui serviront de porte d'entrée vers les secrets des grandes entreprises françaises. Une méthode étonnante qui rappelle celle du KGB. Ça a toujours existé. Je vous ramène à l'affaire Temperville. Il y a quelques décennies, les soviétiques, ils avaient recruté par l'intermédiaire de petites annonces que les étudiants mettaient dans les épiceries, dans les boulangeries, etc., pour donner des cours. Et c'est comme ça qu'ils étaient tombés sur Temperville, qui à l'époque était un étudiant qui avait besoin d'argent pour payer ses études. Et ils ont investi sur la suite. Et là, bingo, parce que la suite, effectivement, Temperville, qui était un ingénieur atomiste, avait été recruté par le CEA. C'est comme cela que durant 10 mois, Francis Temperville a transmis une quarantaine de pièces, dont 4 ou 5 documents très sensibles du commissariat à l'énergie atomique. En 2020, l'histoire se répète. Sur Le Bon Coin, un jeune diplômé, embauché dans un grand groupe militaro-industriel, propose des cours de maths. Un diplomate russe, qui se fait passer pour un consultant tchèque, lui répond. Ils se rencontrent et au fil des rendez-vous, l'espion pose aux Français des questions de plus en plus précises sur sa spécialité, l'intelligence artificielle. Le recrutement échoue de justesse. Quand on est arrivé au moment un peu le plus sensible, c'est-à-dire essayer de tester si oui ou non le jeune ingénieur était prêt à s'affranchir des règles du secret, notamment le secret défense. Et il en a parlé à son travail, donc à sa propre hiérarchie, et c'est ainsi que le système d'alerte s'est mis en place. Dans toutes les affaires de recrutement, ce qui est passionnant, c'est de voir le moment où celui qui veut recruter, donc là en l'occurrence l'espion russe, va tester, ça va basculer, le moment du basculement, le moment où la personne qu'on essaie de recruter va tout d'un coup lâcher prise et finalement devenir un traître, devenir un agent, une source, une taupe, et c'est le moment où la volonté cède. Mais je pense qu'à chaque fois il y a un coup de poker, à chaque fois ça passe ou ça casse. Selon Jacques Folloroux, le ministère de l'Intérieur a recensé une douzaine d'approches similaires via Le Bon Coin entre 2020 et 2022. Des affaires résolues par définition. Mais combien de recrutements ont réussi sans être détectés ? À 500 km de la capitale, Plaine Ouest, un territoire fait l'objet de toutes les convoitises. La Bretagne, avec Brest, sa base de défense, et ses secrets militaro-industriels. Dans la région, la Marine nationale est le premier employeur. Et ça se voit dans le paysage que surplombe depuis son bureau Tristan Montier. Ce professeur de médecine est en charge de la sécurité de l'Université de Bretagne occidentale. Ici à droite, vous avez donc la sortie de la rade de Brest qui donne directement sur l'océan Atlantique. Dans l'axe, juste de l'autre côté, sur la presqu'île de Crozon, vous avez donc l'île Longue, donc la base des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de la France. Et donc au niveau des grues bleues là-bas, vous avez l'arsenal et la base navale de Brest. Et donc c'est une place stratégique importante. Ici, l'industrie de défense est omniprésente. Des grands groupes, des PME, des start-up, qui travaillent sur des technologies jalousement gardées.
elles sont en lien avec la recherche civile. C'est pourquoi certains laboratoires, spécialisés dans l'intelligence artificielle ou l'étude des fonds marins, sont tout aussi sensibles. Certains secrets ont déjà été dérobés par des scientifiques étrangers. On a eu le cas de doctorants qui ont disparu avec un disque dur, par exemple. Et vous voyez la publication sortir dans un autre pays avec les données qui étaient celles qui avaient été produites. Tristan Montier n'en dira pas davantage sur cette histoire qui a laissé un goût amer à ses collègues. Pour lutter contre cet espionnage scientifique, il travaille avec la DGSI, à qui il transmet les candidatures de chercheurs étrangers qui posent question. J'environne le dossier. Dans quel laboratoire vont-ils? Avec qui vont-ils travailler? Voilà, je mets un élément de contexte. Après enquête, le contre-espionnage retoque une petite dizaine de CV chaque année sur 300 candidatures reçues par l'université. Tristan Montier nous montre 2 de ces cas jugés suspects. Ici, vous avez un ressortissant pakistanais, mais qui est passé par les universités chinoises. On connaît aujourd'hui la proximité entre certaines universités chinoises et l'armée chinoise populaire. Donc voilà, on a un CV qui là retient notre attention. Ici, vous avez le CV d'une personne iranienne qui commence avec des études de physique nucléaire et puis qui progressivement semblait s'intéresser à la physique des océans. Voilà, passer de la physique atomique à l'océanographie, il y a certes des liens, mais c'est étonnant. Donc ça veut dire que par exemple ces 2 CV, vous pensez que c'est potentiellement des espions? Ça n'est pas à exclure. On ne peut pas prendre le risque. Voilà. Des précautions loin d'être superflues, car selon les services français, les recherches menées à Brest intéressent tout particulièrement une puissance aux moyens démesurés, la Chine. Ce pays s'est lancé depuis de longues années dans un ambitieux programme de rattrapage scientifique. Le plan Made in China 2025 avait été annoncé en 2015, donc un plan sur 10 ans avec un objectif, c'était d'accroître l'autonomie technologique de la Chine et d'être capable, dans 10 domaines priorisés, d'avoir une autonomie à 70%. Pour atteindre cet objectif, tous les moyens sont bons. C'est la conclusion à laquelle est parvenu le sénateur André Gattolin, auteur d'un rapport sur les influences étrangères dans le monde universitaire et académique. Pour lui, la stratégie chinoise est claire. Comment, à horizon 2025, on rattrape ce retard? Alors bien sûr en investissant, et puis quand on ne peut pas l'avoir, eh ben on va le prendre. Tout, c'est écrit noir sur blanc. Ce que tu me donnes pas, je vais aller le chercher parce que j'en ai besoin, parce que je veux avoir le leadership absolu mondial devant les États-Unis dans tous les domaines, dont le domaine technologique. Selon une note de la DGSI de 2018 qui a fuité dans la presse, les chercheurs chinois sont directement mobilisés, qu'ils y soient tenus, contrats, bourses, pression, ou sur une base volontaire pour contribuer à l'expansion économique de leur pays et à la défense de ses intérêts. Ces chercheurs viseraient notamment le campus situé le long de ces falaises, à la sortie de la rade de Brest. On y trouve l'Ifremer, un institut mondialement réputé pour l'étude des milieux marins. Il ferait l'objet d'approches récurrentes. Les grandes profondeurs présentent en effet un intérêt géostratégique, et la DGSI s'interroge sur les conséquences d'un accord conclu avec un laboratoire chinois pour mener des recherches conjointes sur ce sujet. Autre interrogation sur le même site, quelques centaines de mètres plus loin. Cette école d'ingénieurs a passé un partenariat avec une université chinoise classée à risque, sur la liste de ce qu'on appelle les 7 fils de la défense nationale. Les 7 fils de la défense nationale, ce sont 7 universités qui, dans les domaines de l'armement terrestre, de l'aéronautique, de l'armement naval, forment pour demain les ingénieurs de l'armement chinois. Et ça pose une vraie question. Parce que, quelles que soient les matières encernées, l'affiliation de ces universités est en soi problématique.
Et Pékin ne s'intéresse pas qu'aux sciences dites dures. Cette école de commerce brestoise était en difficulté financière il y a quelques années. Elle a été reprise et remise à flot par un investisseur chinois. Dans le domaine du commerce, du management et du marketing, la France a de grandes écoles de très grande réputation. Donc, connaître les techniques de management, comprendre comment on peut influer sur le tissu économique et industriel est très important. Et donc, c'est aussi un instrument de construction d'une influence pour demain. Il faut bien comprendre que la Chine agit surtout dans le très long terme. Se dire, ce que je plante aujourd'hui, j'en recueillerai peut-être les fruits dans 20 ans ou dans 30 ans. La Brest Business School héberge aujourd'hui l'Institut Confucius, qui propose des cours de chinois et sert de vitrine à la République populaire. Difficile de démêler ce qui relève de l'influence, de la coopération internationale et de l'espionnage pur et simple. D'autant que les premiers concernés, les scientifiques, n'ont pas toujours conscience des enjeux. On a envie de découvrir. C'est le moteur de beaucoup d'académiques et de chercheurs. C'est vraiment ce qui nous fait aimer, adorer ce métier. Mais justement, la passion est parfois mauvaise conseillère. Il est toujours tentant d'être invité en Chine, tout frais payé, pendant 15 jours, et d'entendre la bonne parole. C'est toujours plaisant, c'est flatteur. Sauf qu'il y a un objectif derrière, et qui n'est pas forcément un objectif scientifique. Ces questions, les laboratoires bretons ne sont pas les seuls à se les poser. De très nombreux établissements d'enseignement supérieur français ont conclu des partenariats avec des universités chinoises. Dans la région Grand Est, 2 écoles d'ingénieurs en ont fait les frais. C'est un journaliste indépendant, basé à Metz, qui a révélé l'affaire. Clément Le Foll a retracé l'étrange parcours d'une jeune scientifique chinoise, Wu Xuan. Wu Xuan, c'est une étudiante chinoise qui a étudié dans une université pékinoise et qui arrive en avril 2018 dans le campus des arts et métiers pour suivre sa thèse. On sait assez peu de choses sur elle, si ce n'est que c'était une étudiante qui a l'air plutôt discrète, qui est venue ici à Metz et du coup à Strasbourg parce que sa thèse se faisait en co-tutelle, donc entre 2 laboratoires de recherche, et qui est venue en France dans le cadre de son cursus. Sa thèse est consacrée à la cyberphysique, l'un des objectifs du plan Made in China 2025. Et son université pékinoise appartient aux 7 fils de la défense nationale, liés à l'armée populaire. Pourtant, elle obtient de travailler dans un laboratoire de pointe des arts et métiers, à l'accès très limité. Dans ce laboratoire, ce qu'on trouve qui en fait une cible, c'est qu'il est spécialisé, et il est d'ailleurs très connu pour ça à l'échelon national. C'est un laboratoire qui est sur tout ce qu'on appelle l'industrie 4.0. C'est des technologies qui sont dopées à l'intelligence artificielle, qui permettent d'automatiser certains mouvements. Et ça, c'est vraiment un enjeu international dans le monde de l'industrie aujourd'hui, quoi. Sauf que l'étudiante ne semble pas uniquement concentrée sur sa thèse. Dès le début, elle commence par se connecter sur les ordinateurs des arts et métiers avec des identifiants de certains de ses collègues. On n'en sait pas plus sur la manière dont elle a eu ces identifiants, mais c'est ce qu'elle fait. Ça a été un peu crescendo, c'est-à-dire qu'il y a une seconde étape qui est qu'elle va passer plusieurs nuits et week-ends enfermée dans ce laboratoire et dans celui de Strasbourg. Et ensuite, ça c'est vraiment l'étape finale, c'est qu'elle a fait rentrer un de ses compatriotes qui n'était pas membre de l'école, pas chercheur, qui n'a rien à voir, qui s'est retrouvé dans ce laboratoire très sécurisé. Et voilà, donc c'est aussi un point qui interroge. Après plusieurs rappels à l'ordre, en vain, les écoles contactent la DGSI, qui préconise d'interdire l'accès aux locaux à la jeune femme. Son cursus est interrompu. Elle rentre en Chine. Aucune plainte n'est déposée contre elle. On a quand même des règles dans le cadre de la protection du patrimoine scientifique. Donc on considère que c'est de l'espionnage et qui est passible de prison, de peine très très lourde. Mais la sanction n'est pas appliquée. En gros, la sanction, c'est qu'on a demandé à la doctorante de partir, point barre.
on ignore ce que Wu Xuan a réussi à dérober dans ses laboratoires. À Metz, comme à Strasbourg, les écoles victimes de ces intrusions n'ont pas donné suite à nos demandes d'interview répétées. Le sujet est sensible. André Gatolin en a fait l'expérience. Quand vous êtes dans une université où il y a plusieurs centres qui obtiennent un financement ou qui ont des étudiants chinois qui payent donc des frais de scolarité, d'inscription élevés, il y a toujours quelqu'un pour dire attention, prudence. J'ai plusieurs grands patrons d'université, notamment que j'avais auditionné dans mon rapport, qui se sont pris des scuds en retour de certains grands pontes de laboratoire en disant « c'est pas bien ce que tu as dit » dans les auditions. Faut pas dire ça. Les puissances qui veulent s'accaparer les technologies développées en France n'ont plus forcément besoin d'infiltrer des espions dans les laboratoires. Le cyberespace a ouvert de nouvelles portes dérobées, avec des agents qui restent à l'abri derrière leur clavier. Bernard Barbier a lutté contre ces ingérences. À un poste clé, il était directeur technique de la DGSE, le service de renseignement extérieur français. Les plus grosses affaires récentes, ce sont des affaires de cyberespionnage. Donc il y a quand même beaucoup d'entreprises de haute technologie, dans un domaine très concurrentiel, qui sont extrêmement vulnérables et qui ont leurs données qui sont pillées. Alors, il ne faut pas se faire d'illusions, hein. Donc il y a certains pays qui sont les champions du monde, les Chinois, mais il y a aussi d'autres pays occidentaux qui sont en concurrence, hein. La concurrence économique, je dirais, il n'y a pas d'amis hein, dans la concurrence économique. Parmi les industriels les plus souvent attaqués, Airbus. Géant européen dont le siège se trouve à Blagnac, en banlieue de Toulouse. Ici, à proximité des hangars, l'avionneur dispose pourtant d'une solide équipe cyber. Ces systèmes informatiques sont robustes. Les espions sont donc passés par les réseaux moins sécurisés des sous-traitants du groupe. Donc au lieu d'attaquer directement les industriels, ils ont attaqué les sous-traitants des industriels. Entre 2015 et 2020, il y a eu 5 ou 6 sous-traitants d'Airbus qui ont subi des attaques intenses, hein. L'une des attaques les plus sophistiquées s'est produite fin 2018. Un sous-traitant, implanté lui aussi à Toulouse, découvre avoir été hacké et prévient Airbus. Les informaticiens ne trouvent rien dans un premier temps. Ils sont pourtant sûrs d'être visés. Ils relancent des recherches approfondies et ils finissent par détecter l'intrusion début janvier 2019. Le logiciel malveillant, particulièrement discret, était présent depuis plusieurs semaines dans les systèmes informatiques de l'avionneur. Une cellule de crise évalue les dégâts. Les cyberespions ont réussi à voler des données liées à la conception de l'Airbus A320. Qui était derrière ce piratage? Remonter la piste est toujours complexe, mais le mode opératoire ressemble à celui d'un groupe recherché par le FBI, APT10. Des hackers affiliés à l'armée chinoise qui se sont attaqués à de nombreuses entreprises occidentales, notamment américaines. Les Américains, je pense, ont une capacité technique tellement grande qu'ils sont capables de dire « voilà, c'est un tel qui nous a attaqué, ça vient d'un tel ». Je suis même capable de mettre une photo sur le visage du colonel, je ne sais pas quoi. Voilà, ça c'est pour démontrer clairement aux Chinois, regardez, voilà, nous sommes capables de faire ça. Nous n'avons pas encore ces moyens. Des soupçons, mais pas de certitude donc. D'autant que par principe, l'avionneur toulousain et le contre-espionnage français restent discrets sur ce genre d'enquête. La France a décidé de ne pas publiquement désigner le coupable. Parce que techniquement, c'est très compliqué de désigner le coupable, souvent, mais je pense pour des raisons politiques. Je pense que la France, on ne se sent pas peut-être suffisamment fort pour se frotter frontalement aux Chinois
ce que font les Américains. Quoi qu'il en soit, l'A320 intéresse beaucoup ces cyberespions, car ils lancent une nouvelle attaque via un autre fournisseur quelques semaines plus tard. Cette fois, les experts d'Airbus la neutralisent immédiatement. L'enquête n'ira probablement jamais plus loin. Doit-on y voir un lien ? Le constructeur chinois Comac vient d'obtenir la certification internationale pour son C919, un monocouloir concurrent direct de l'A320. Ces affaires d'espionnage industriel sont au cœur d'une guerre économique qui s'intensifie. Et d'où qu'elle vienne, l'offensive ne fait que commencer dans le monde numérique. Au cœur du quartier d'affaires de la Défense, une nouvelle tour a ouvert ses portes. Le campus cyber. Il accueille dans un même lieu les fleurons du secteur. Ici travaillent et se croisent les meilleurs experts en cybersécurité, au service de start-up, de groupes du CAC 40 et des pouvoirs publics. 7e étage, porte ouverte. Olivier Fex passe ainsi tous les jours devant les antennes des services de renseignement français, DGSI, DGSE, ANSSI, l'autorité de référence. Lui travaille sur la formation des cyberdéfenseurs, militaires et civils. Il dirige une salle de simulation unique au monde qui propose différents scénarios fictifs de cyberattaques. Vous avez dans la salle 18 postes, je dirais, de travail, derrière lesquels ces postes de travail des cyberdéfenseurs vont être entraînés. Donc on est dans l'équivalent d'une salle de crise cyber. Et dans cette salle, on va être aussi en capacité de mesurer les comportements psychologiques et émotionnels pendant toute la durée de la cyberattaque. Mouvement des yeux, émotion sur le visage et dans la voix, force et vitesse de frappe sur le clavier, tension et fréquence cardiaque. Tous ces paramètres sont recueillis et analysés pour aider le cyberdéfenseur à améliorer sa résistance face au stress. Ça va être nécessaire puisque les intelligences artificielles vont, entre guillemets, durcir le jeu. Et donc, plus le jeu va être dur, plus la question de résistance humaine est importante. C'est-à-dire savoir psychologiquement mieux se défendre par rapport à des machines qui gèrent l'offensive. On est en train de basculer d'un monde à l'autre. Voilà. Dans Terminator, le combat de base se joue contre un ordinateur, une intelligence artificielle qu'on a doté de super accès et donc de super pouvoirs sur l'ensemble du réseau, qui s'appelle Skynet. Et aujourd'hui, on est en passe de confier à l'intelligence artificielle des capacités qui peuvent entre guillemets, être employées ou se retourner contre les individus. Potentiellement, ces nouvelles technologies promettent de décupler l'efficacité de l'espionnage économique. Mais sans forcément atteindre ce degré de perfectionnement, les intrusions menacent aussi les décideurs politiques. À l'Assemblée nationale, certains députés, comme Anne Genetet, constituent des cibles de choix pour les services étrangers. Membre de la Commission de la Défense et des Forces armées, membre de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, cet élu représente les Français expatriés sur une vaste circonscription qui couvre l'Asie, l'Océanie et l'Europe orientale. 2 ans après le début de son mandat, elle a eu une surprise désagréable. J'ai été contactée directement par la DGSI qui m'a dit voilà, on aimerait vous rencontrer, sans me dire spécialement pourquoi au départ. Et puis, quand je les ai eus face à moi, ils m'ont expliqué que mon téléphone français, parce que j'ai par ailleurs 2 téléphones, 2 numéros différents, avait fait l'objet d'approche. On m'a dit, je n'ai pas eu de mots plus précis que ça. Et que donc, dans ce cadre-là, d'intérêt étranger, ils m'ont bien dit. Ils ne m'ont pas cité lesquels. Ce qui voulait dire en clair que vous avez mis sur écoute. Probablement. Et vous avez une petite idée du service étranger qui vous a... Comme je le dis, dans ma circonscription, le choix est vaste.
La Russie, la Chine, l'Iran. À ce moment-là, j'avais pris la présidence du groupe d'amitié France-Iran, par exemple. Est-ce que ça a un lien? Je ne sais pas dire. Je ne saurais jamais, mais ce sont clairement 3 pays qui sont parfaitement organisés pour pouvoir déployer ce type d'approche, on m'a dit. C'est un mot qui a été utilisé, je vais rester sur ce mot-là. Anne Genetet a toujours été prudente quand elle voyage dans ces pays sensibles. Cet incident l'a conduite à redoubler de vigilance. Elle n'emporte jamais son ordinateur, quitte à prendre des notes sur un carnet. Et elle multiplie les précautions avec son smartphone. Quand je vais dans ces pays-là, je ne me branche jamais sur un Wi-Fi, absolument jamais. Je ne recharge même pas mon téléphone sur la prise dans le secteur qui pourrait se trouver dans ma chambre d'hôtel, dans l'aéroport, dans un lieu public, jamais. Et là, pour le coup, ça avait été une information qui m'avait été donnée par la DGSI. Via le courant électrique, la simple charge de votre téléphone, on peut aller chercher des informations ou y déposer des éléments. Donc c'est pour ça, je fais très attention. La députée s'est donc imposée une discipline. Elle se déplace toujours avec des chargeurs de téléphone externes. Alors, ça, c'est ma pochette. Ça, oui, téléphone. Ça, c'est une des batteries. Ça c'est quand j'ai besoin d'une petite recharge. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique. La meilleure, la voilà. Ah, puis j'ai oublié la multiprise. Donc ça, c'est ma batterie. Ça, parce qu'elle, il y a les câbles intégrés. Bien lourds et bien pratiques. Donc j'ai pratiquement 4 jours d'autonomie avec ça. Voilà, je mets une bulle autour de moi, une bulle qui ne sera jamais hermétique. Hein. Enfin, voilà, je suis relativement tranquille avec ces précautions-là. Est-ce que vos collègues vous disent mais je suis complètement parano Alors, ils ont la gentillesse de ne pas dire comme ça, mais de dire « Ah non, c'est vrai, ta circo, elle est compliquée. » Donc l'air de dire « C'est à cause de ta circo que tu fais tout ça », sans comprendre que tous ces réflexes à avoir, pour moi, il faut les avoir partout. Anne Genetet pousse la prudence jusqu'à se méfier de certains lieux, comme ce café emblématique, le plus proche de l'Assemblée nationale. Selon elle, nombre de ses collègues sont encore trop naïfs. Le concentré de parlementaires qui s'y trouvent ou de personnes liées aux parlementaires, la distance très rapprochée entre les tables, tout ça fait que c'est un endroit formidable pour aller rencontrer du beau monde, si j'ose dire, via les outils numériques ou directement. Alors là, si vous laissez votre téléphone avec le Bluetooth allumé ou le Wi-Fi allumé, celui qui se met à côté, qui a l'air de prendre un café, l'air de rien avec son petit chien, et il pose son téléphone à côté du vôtre, et hop, en 20 secondes, il a récupéré ce qu'il voulait, ou il met ce qu'il veut dans votre téléphone. Donc oui, c'est une très belle cible. C'est forcément une très belle cible. Moi, ça ne m'a jamais échappé, et donc de ce fait, j'évite le plus possible. Les services de renseignement n'ont pas forcément besoin d'accéder physiquement au téléphone ou à l'ordinateur de leur cible. Le sénateur André Gattolin s'est fait pirater, lui, sa boîte mail personnelle. Il a été prévenu au cours de l'été 2023 par les services français. On dit, il y a une attaque massive qui nous a été signalée par Microsoft, extrêmement élaborée, d'un groupe de hackers qui s'appelle Storm 00 quelque chose, où d'ailleurs les services ne me disent pas ça pourrait être les Russes, ça pourrait être les Chinois. On me dit ce sont les Chinois. C'est identifié. Ces hackers ont visé une dizaine de personnalités, dont il fait partie. C'est pourquoi André Gattolin soupçonne une opération de déstabilisation en raison de ses prises de position répétées contre le régime chinois. Pour eux, c'est des moyens de pression, potentiellement de dénigrement. Moi, je considère que je n'ai rien à cacher, je n'ai jamais détourné un sou dans mes fonctions ou en dehors. Mais si j'ai 3 maîtresses, si je fais un ordre de transfert sur un compte à l'étranger, ils connaissent toute ma vie. Et on m'a dit, signalez tous les risques qu'il y a. Parce que demain, vous aurez peut-être un emprunt sans que vous ayez bougé de 100 000 € ou un versement de 40 000 € venant d'un paradis fiscal pour vous compromettre. Le Sénat, l'Assemblée nationale. Ces lieux de pouvoir parisiens et ceux qui y travaillent intéressent logiquement les services de renseignement étrangers. Mais le patron de la DGSI a prévenu lors d'une audition devant les députés. Les élus locaux, avec leur pouvoir de décision très concret, constituent aussi des cibles. Nous revenons au Pays basque,
auprès d'un homme qui se pose justement beaucoup de questions à ce sujet. Pierre Haffner, l'activiste russophone qui prétend débusquer les espions du Kremlin dans la région. La faillite du renseignement français. Aussi, il y a la faillite du renseignement français à Biarritz pour nous faire l'article. Pour lui, c'est une journée particulière. Il est convoqué au tribunal de Bayonne, car sur les réseaux sociaux, il a accusé une conseillère municipale de travailler pour le FSB, les services secrets russes. Celle-ci, élue à Biarritz, a porté plainte contre lui pour diffamation. Il arrive donc au palais de justice en tant que prévenu, mais il a la ferme intention de se servir de l'audience comme tribune. Je ferai profiter de mes connaissances des informations que j'ai et je ne m'arrêterai pas. Voilà. Je parlerai librement d'affaires publiques, d'autant plus dans ce qui se passe dans la mairie de Biarritz. C'est l'affaire des citoyens, c'est l'affaire des Biarros. L'élu qu'il vise est une franco-russe, Elena Kutuzova-Bidegain. Depuis 2020, elle est conseillère municipale, déléguée à la démocratie participative et au jumelage. Bonjour, je m'appelle Elena Bidegain, j'ai 36 ans et 2 enfants. J'habite le quartier Saint-Martin. La voici sur un clip de campagne de l'équipe de Maider Arostegui, candidate élue à la mairie. Voilà pourquoi je soutiens Maider Arostegui pour Biarritz, pour vous. Plusieurs détails ont retenu l'attention de Pierre Haffner au cours de ses recherches. Le fait, avant tout, qu'elle connaisse Alexei Louchnikov, le journaliste russe sur qui il a de forts soupçons. Elle a d'ailleurs accordé à celui-ci une longue interview dans la villa Merkel, à Anglet. Elle confie être arrivée en France pour suivre son futur mari, originaire du Pays Basque. Auparavant, elle travaillait dans une banque à Moscou et elle a reçu une formation poussée en langue étrangère. Я же знаю, что ты сейчас, на всяком случае, на сегодняшний день знаешь более 5 языков, по-моему, да? Да. Вот тогда я знаю, что ты знала английский, турецкий, немецкий. То есть изначально ты уже готовилась к тому, что, изучая языки, я никогда не готовилась никуда уехать. Это было мое хобби на самом деле. Хобби изучения языков? Да. Ses compétences intriguent Pierre Haffner. De même que sa façon de raconter son entrée en politique pour les élections municipales. Mais ce qui le révolte, c'est qu'Elena Kutuzova-Bidegain a introduit Alexei Louchnikov à la mairie de Biarritz. À l'automne 2021, le Russe a rencontré Maider Arostegui pour lui proposer de faire venir la troupe du ballet de Saint-Pétersbourg. Pierre Haffner y voit un premier pas pour s'immiscer dans les affaires locales. Une technique d'infiltration qui lui rappelle les grandes heures du KGB. Que valent ces soupçons? Ce jour de septembre 2023, l'activiste, l'élu et leurs avocats respectifs sont présents, impatients de s'expliquer en détail devant la justice. Sauf que le tribunal correctionnel va les décevoir. Les magistrats constatent vite que la procédure a été mal faite, car il manque une citation précise des propos de Pierre Haffner. Surtout, le délai de prescription est largement dépassé. Le militant est donc relaxé automatiquement, sans débat. La justice refuse d'examiner le fond de cette curieuse affaire. Son avocat reste sur un goût d'inachevé. Aujourd'hui, le débat sur les faits n'a pas été abordé. C'est, à mon sens, dommage. Ce n'est pas un accusateur anodin, ni une accusée anodine. Elle est au conseil municipal de Biarritz. Ce qu'a dit Pierre Haffner et ce qu'a documenté Pierre Haffner dans le cadre de ses recherches me paraît suffisamment probant pour qu'aujourd'hui on puisse considérer que le diffameur n'est pas si diffamant que ça. Elena Kutuzova-Bidegain nous accorde une courte réaction à la sortie de l'audience. Vous êtes déçue par cette décision? Mais en fait, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui ne me connaissent même pas, ils ne connaissent pas ma vie. Et ils sont nourris de la haine, en fait, provoquée par le monsieur qui ne me connaît pas, et voilà, qui fait ses recherches. Il utilise mes photos, c'est une atteinte à ma vie privée, voilà.
Quelques semaines plus tard, elle a de nouveau porté plainte en diffamation contre Pierre Haffner. La procédure est en cours. Que pense la maire de Biarritz de toute cette agitation? Elle est visiblement au courant, puisqu'en novembre 2022, le journal Sud-Ouest a publié cette citation dans laquelle Maïder Arostegui réfute toute proximité avec le régime de Moscou. Nous avons été l'une des premières communes à nous mobiliser pour venir en aide aux Ukrainiens. La personne que j'ai reçue en mairie et qui serait un espion venait proposer l'organisation d'un spectacle avec le ballet de Saint-Pétersbourg qui n'a finalement pas été programmé. Le projet a tourné court. Mais Alexei Louchnikov nous affirme que c'est à cause de l'invasion de l'Ukraine, qui a gelé tous les échanges culturels avec la Russie. Écoutez, aujourd'hui, c'est normal. Tout ce qui est culture russe est rejeté. Qui voudrait voir en ce moment du ballet russe? La maire de Biarritz peut-elle nous en dire plus sur cette rencontre? Maintient-elle sa confiance à sa conseillère municipale? Nous avons essayé de la joindre à plusieurs reprises, par téléphone, mail et SMS aux membres de son cabinet. Nous n'avons reçu aucune réponse. Nous décidons donc d'aller directement à l'hôtel de ville. L'attaché de presse qui nous reçoit ne sait pas qu'elle est enregistrée. Bonjour. Je viens vous voir parce que je suis journaliste. J'ai fait plusieurs demandes pour rentrer en contact avec le cabinet de Madame le maire et j'ai pas eu de réponse. Moi, d'après les informations que j'ai, Madame le maire ne souhaitait pas s'exprimer sur ce sujet. Je vais leur signaler que vous êtes présent et que vous êtes en tournage actuellement. Oui. Mais a priori, la ville ne s'exprimait pas là-dessus. C'est quand même embêtant parce que c'est quand même une élue de la majorité municipale qui est partie dans une de ces affaires. J'ai reposé la question et je vous tiens au courant. La maire de Biarritz ne nous répondra jamais. À ce jour, Elena Bidegain est toujours en poste. Alexei Louchnikov dénonce le régime de Poutine sur les réseaux sociaux et Pierre Haffner continue de les accuser de jouer un double jeu. Au-delà de cet étrange microcosme basque, quel visage prendront à l'avenir les espions venus de Russie? Depuis l'affaire Skripal et l'invasion de l'Ukraine, la donne a changé. La France a expulsé plusieurs dizaines de diplomates russes, soupçonnés d'être des officiers de renseignement sous couverture. Lorsque vous expulsez massivement, évidemment, vous soulagez quelque peu la tâche pour un certain moment, hein, puisque les gens qui partent sont des gens, effectivement, qui sont des services. Donc ça désorganise un tout petit peu le dispositif adverse. D'ores et déjà, des personnages suspects réapparaissent. À Paris, le patron d'un rallye automobile, Boulatian Borisov. Ce Russe réside près du parc Monceau une partie de l'année. On le voit ici décoré par un général du GRU. Lui dément être lié au renseignement militaire. En Haute-Savoie, c'est une femme qui fait ressurgir les fantômes de l'unité 2955. La compagne de l'un des membres du commando a demandé un visa pour venir en France. Elle a été démasquée à temps, à l'été 2022. Les profils changent, mais la menace reste forte entre les méthodes russes, les ambitions chinoises et l'impitoyable concurrence économique internationale. D'où qu'ils viennent, les services de renseignement étrangers gardent des raisons de manœuvrer partout, des grandes villes aux zones les plus reculées de notre territoire.